Alors, un roi, c'est quoi au juste? La question a l'air simple. On pense tout de suite à une couronne, un trône, un pouvoir absolu. Mais si on mettait de côté les images de contes de fées pour regarder ça avec les yeux d'un anthropologue, eh bien on découvrirait une réalité beaucoup plus complexe, plus étrange et franchement bien plus fascinante. Allez, on plonge ensemble dans cette analyse pour déconstruire la nature même de la royauté. Un concept fait de pouvoir, oui, mais aussi de très profonds interdits. Voilà, tout est là dans cette citation. C'est le paradoxe qui a fasciné des générations d'anthropologues. L'idée vient des travaux d'un certain James Fraser, et elle nous présente une figure complètement double, le roi divin. D'un côté, c'est le centre du monde, celui qui fait tomber la pluie, qui assure les récoltes. Et de l'autre, son pouvoir est tellement fragile qu'une simple sécheresse peut lui coûter la vie. Il est à la fois le pouvoir suprême et la vulnérabilité absolue. C'est la question qui va nous servir de fil rouge. Et ce n'est pas juste une petite curiosité historique, c'est un vrai mystère sur la nature même du pouvoir. Comment une société peut-elle bâtir tout son système sur une personne, tout en se gardant le droit de la détruire si les choses tournaient mal? Pour comprendre ça, il faut démonter la machine politique pièce par pièce. Bon, pour résoudre cette énigme, il faut d'abord faire un peu de ménage dans les vieilles idées. Parce que la toute première anthropologie, on va dire qu'elle avait une vision un peu simpliste de la chose. Ce tableau montre bien le changement de regard. Au début du XXe siècle, Fraser voyait le roi un peu comme un faiseur de pluie, un magicien un peu primitif. Pour lui, c'était une étape avant la religion et la science. L'anthropologie moderne, elle, a montré que c'était bien plus sophistiqué. La royauté, ce n'est pas une étape primitive, c'est une institution sociale hyper complexe, une véritable machine conçue pour équilibrer des forces qui s'opposent. Alors justement, allons voir la mécanique de cette machine. Et pour ça, on va s'appuyer sur le travail incroyable de l'anthropologue Alfred Adler, qui a étudié le royaume Mundang au Tchad. Grâce à lui, on a un aperçu extraordinaire du fonctionnement interne du pouvoir royal. Voilà un premier rouage essentiel, la dispersion des princes. C'est simple, pour éviter les guerres de succession et les complots, tous les fils du roi, sauf l'héritier bien sûr, sont envoyés très loin, à la périphérie du royaume. Ils deviennent des chefs locaux, ce qui renforce le pouvoir central aux frontières, mais leur lignée royale s'arrête net. Leurs enfants seront de simples villageois. C'est un mécanisme de génie pour neutraliser les rivaux tout en étendant son influence. Et voici le deuxième rouage, qui fonctionne en miroir. Pendant que les princes sont envoyés au loin, le roi, lui, concentre au palais des serviteurs qui lui doivent absolument tout. Ce sont souvent d'anciens prisonniers, des gens sans clan, sans pouvoir propre. Leur seul statut, leur seule importance vient du roi. Résultat, ils forment un noyau de pouvoir ultra loyal qui vient parfaitement contrebalancer la force des princes exilés. Une mécanique politique d'une grande finesse. Très bien, mais comment le roi fait-il pour s'assurer la loyauté de tout ce monde? La réponse est radicale. Il ne s'agit pas d'argent, pas de terre, il s'agit de personnes, et plus précisément, de femmes. Le concept clé, c'est l'échange différé. Attention, ce n'est pas un simple cadeau. Quand le roi donne une femme en mariage à l'un de ses hommes, il ne reçoit rien en échange sur le moment. Ce qu'il crée, c'est une dette politique qui ne s'éteint jamais. Le bénéficiaire lui devra une loyauté à toute épreuve. Tout commence par l'accumulation de ce capital politique si particulier. Les guerres, les tributs qu'on lui paie, ça ne sert pas qu'à agrandir le territoire. Ça sert surtout à faire venir des femmes, qui constituent sa véritable richesse, sa monnaie d'échange. Ensuite vient la distribution. Et là, rien n'est laissé au hasard, c'est très stratégique. Le roi utilise ce capital pour tisser sa toile. En donnant une épouse, il intègre des hommes dans sa sphère d'influence. Il transforme des étrangers, parfois même des ennemis, en alliés qui lui sont redevables. Et voilà le résultat. Cette dette ne se rembourse jamais vraiment. Elle se traduit par un flux continu de loyauté, de services, de biens qui remonte constamment vers le centre du pouvoir. Le roi a littéralement transformé des personnes en pouvoir politique stable et durable. Mais attention, ce pouvoir immense du roi n'est pas sans limite. En face de lui, il y a une autre autorité, bien plus ancienne, peut-être plus discrète, mais tout aussi puissante, celle des clans. La tension entre les deux est vraiment frappante. Le roi, par exemple, lance et finance les grands rituels d'initiation. C'est lui qui donne le top départ, qui paie la nourriture, la boisson, mais il est totalement exclu du rituel lui-même. Pire encore, pendant la cérémonie, des personnages masqués, qui représentent le pouvoir des ancêtres, l'insultent publiquement. Ils le traitent de femme pour bien rappeler que son pouvoir politique, terrestre, est soumis à leur autorité spirituelle. C'est un contre-pouvoir spectaculaire. On arrive maintenant au cœur du mystère. C'est ici que toutes les pièces du puzzle s'assemblent pour résoudre le paradoxe du roi, à la fois tout-puissant et sacrifiable. Et la solution, elle se trouve dans un rituel assez stupéfiant.
Ce rituel se déroule après la récolte. C'est l'un des moments les plus importants de l'année pour les Mundang. Son nom, l'âme du mil, parle de lui-même. Il est question de fertilité, de survie, bref, de la prospérité du royaume tout entier. Imaginez un peu la scène. On choisit un jeune homme, on le déshabille et on lui met sur la tête une gerbe de mil énorme qui pèse des dizaines de kilos. Et par-dessus, on ajoute les objets sacrés de la royauté. Ce type porte littéralement sur sa tête le poids de la récolte, le poids de la prospérité et le poids du pouvoir lui-même. C'est une épreuve physique et symbolique absolument immense. Et voici la clé de tout. Ce porteur, ce n'est pas un simple remplaçant. Le terme qu'utilise Alfred Adler est fondamental. Il est le double sacrificiel du roi. Pendant le rituel, il devient une extension du roi. Il devient son autre corps. Un corps mortel, vulnérable, et surtout, un corps qu'on peut sacrifier. En fait, c'est ça le point crucial. Le roi est dédoublé. Il a un corps politique, sa fonction, qui est permanente et intouchable, c'est l'institution royale, mais il a aussi un corps rituel incarné par son double qui va absorber toutes les impuretés, toute la malchance, le fauquet, comme ils disent, qui est lié à l'exercice du pouvoir. Et c'est ce deuxième corps qu'on peut symboliquement mettre à mort, le sacrifier, pour purifier le royaume et garantir sa prospérité, tout en laissant le corps politique du roi parfaitement intact. Le paradoxe est résolu. Au final, cette plongée chez les Mundang nous renvoie à nos propres sociétés. Bien sûr, on n'a plus de roi divin, mais nos dirigeants actuels ne sont-ils pas eux aussi soumis à des rituels? Ne portent-ils pas des fardeaux symboliques et ne doivent-ils pas sacrifier une partie d'eux-mêmes, leur vie privée, leur image, sur l'autel de l'opinion publique pour garder leur légitimité? Cette vieille mécanique du pouvoir sous des formes différentes est peut-être bien plus présente qu'on ne le pense. C'est une question qui mérite d'être posée.